légende. Paroles sages. Tupac was an extraordinary figure. Tupac était un personnage extraordinaire. Il était obsédé par la mort et par Dieu. Aidez-moi, dites-moi où aller. Même les racailles peuvent pleurer. Le Seigneur s'en soucie-t-il? Il hurlait, criait sa peine, priait pour une intervention. Alors même que sa chute se précipitait, il suppliait pour qu'on l'arrête. Pour moi, c'est sa rage, son génie et sa perception de l'abysse, alors même qu'il faisait tout pour empêcher les autres d'y sombrer, qui font de lui la figure majeure de sa génération. Son autodestruction et son amour plein d'espoir pour le peuple noir étaient antinomiques, mais caractéristiques de son génie, et en font le symbole parfait d'une jeunesse désorientée. Mon amour pour le peuple noir conditionne ma vie, ma mort, ma musique, mes films, mes productions, mes interviews. Tout pour l'amour du peuple noir. Jamais je n'oublierai le soir où ils m'ont pris mon pote. J'essaie de ne plus y penser, mais les images défilent sans cesse dans ma tête. Désormais, c'est dans mon cœur que repose Tupac. Et la moitié de mon cœur est hantée par la mort. Tupac, tu me manqueras toujours. Tu es la voix de notre génération. S'il y a une chose que ces fans doivent savoir, c'est que Tupac avait un cœur gros comme ça, malgré ce qu'on a pu dire ou écrire sur lui. Vous pouvez me croire, son cœur débordait d'amour. Je sais pourquoi vous tenez tant à croire qu'il est toujours vivant. Vous espérez tous qu'il revienne. C'est le cas, avec sa musique. La vérité, c'est qu'il se trouve dans un monde meilleur, un monde où il a trouvé la paix et où son cœur se repose enfin. Ce documentaire est dédié à la mémoire de Tupac Shakur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais lui tirer mon chapeau et saluer ce frère jeune et courageux. Repose en paix, Pac. Tu vas me manquer. On t'aime. Ce pays est profondément raciste. Et face au mouvement des Black Panthers, le gouvernement a paniqué. Ils ont monté une cellule de crise, persuadés que les Panthers étaient nuisibles à la société. Ils sont donc allés les arrêter chez eux, en particulier ceux qu'ils considéraient comme les plus dangereux. Quand ma mère était enceinte de 9 mois, non, 7, ils ont fait croire à un incendie. Il était 5 heures du matin, ma mère a ouvert et ils sont entrés en pointant une arme sur son ventre et sur sa tête. Ils lui ont dit de ne pas bouger et ils l'ont arrêté. Lyssen Parrish Crooks est né le 16 juin 1971 à Brooklyn, New York. Sa mère a pris le nom d'Afeni Shakur et Lyssen est devenu Tupac Amaru Shakur. Après New York, ils ont vécu à Baltimore avant d'aller en Californie. Tupac est alors entré dans une phase difficile. Adolescent, ballotté de ville en ville, il met à profit ses talents de rappeur pour survivre. Il est engagé comme danseur par le groupe Digital Underground et finit par chanter sur leur single, Same Song. Ce morceau lui permet de signer avec Interscope Records, où il enregistre son premier album, Tupac Calypso Now. Cet album reflète sa jeunesse militante. Il abandonne l'image de l'artiste insouciant qu'il avait avec Digital Underground pour aborder d'autres sujets plus graves dont la vie dans la rue, l'amitié et la hantise de sa propre mort. La vie privée de Tupac est aussi controversée que celle des personnages qu'il incarne au cinéma.
En 1993, il est impliqué dans une fusillade à Atlanta avec 2 policiers en civil. La même année, à Hollywood, il se bat avec un chauffeur qui l'accuse de se droguer dans sa voiture. Puis, il fait 10 jours de prison pour avoir agressé un autre rappeur originaire de Lansing, Michigan. Avec toutes ces accusations, Tupac devient la cible des politiques et des religieux qui l'accusent d'incarner la face obscure du rap. Des noms comme Tupac Shakur, Flavor Flav, Snoop Doggy Dogg. Le révérend Calvin Butts part en croisade contre la violence dans le rap depuis sa chaire à Harlem. Nous n'avons rien contre le rap, ni contre les rappeurs, mais contre cette racaille. Je dis que je suis une racaille parce que je viens de la rue et que j'y vis encore, pas parce que je suis un voleur et un violeur. Je suis un homme d'affaires et on me trouve là où je fais des affaires. C'est clair? Pas ailleurs. Je comprends pas, vraiment pas. Thug life veut dire la haine que tu donnes aux enfants, tu te la reprends dans la gueule. C'était un acronyme pour parler des difficultés des jeunes noirs. T-H-U-G-L-I-F-E. La haine que tu donnes aux enfants, tu te la reprends dans la gueule. C'est-à-dire, la haine que tu as semée, tu vas la récolter. C'est notre code. Je pense que cette musique, ou du moins les artistes qui expriment ces réalités, génèrent la violence et tuent les messagers. En gros, le gangsta rap dit la réalité telle qu'elle est. Il dit la réalité du point de vue de la rue. On vient de la rue. On est les mieux placés pour en parler et dire ce qui s'y passe. L'essor des disques de gangsta rap a donné une voix à des gens qui ne s'étaient jamais exprimés. Longtemps, on a traité nos femmes de chiennes. On s'est toujours battu contre ça. On nous traitait de nègres. On s'est toujours battu pour que ça cesse. Mais là, c'est votre peuple qui parle. Maintenant, on a des rappeurs qui sont payés pour dire ce contre quoi on s'est toujours battu. La culture hip-hop est profondément nourrie de gynophobie, la phobie de la femme, le mépris de la femme. D'où les mots chienne, pute, salope et pétasse à gogo dans les chansons. Ils expriment avec une virulence extraordinaire cette haine de la femme, dans un dualisme intéressant. J'aime ma mère, mais je hais ses filles. Quand la mère est envisagée d'un point de vue sexuel, elle est bannie. Mais dès lors qu'elle remplit uniquement sa fonction de mère, elle est adorée et portée au pinacle. Ce rapport amour-haine de la mère, ce dénigrement agressif et ce culte de la mère est le symbole caractéristique de la culture hip-hop. Cette dualité est particulièrement évidente dans la musique de Tupac Shakur. Sa musique reflète sa réalité et insulte souvent les femmes. Mais il a aussi montré une certaine responsabilité avec des chansons comme Dear Mama ou Brenda's Got a Baby. Évidemment, les rappeurs ont une responsabilité. Ceux qui les paient sont responsables aussi. Mais ceux qui ont créé le contexte le sont plus encore. Si on accédait moins facilement aux armes et à la drogue, s'il y avait moins de chômage et de misère, le rap serait abstrait. Malheureusement, il parle de la réalité. Et quelque part, j'ai l'impression que les médias se sont plus focalisés sur le rap que sur la réalité. Si vous voulez parler de la violence, parlez aussi de la réalité et pas uniquement du rap. Le rap est une extension de la culture. Luttons contre la violence dans la culture. J'espère que vous mettrez ça dans votre film, car c'est la vérité. Ne transformez pas tout au montage en me mettant d'un côté et les rappeurs de l'autre. Ce sont nos enfants et ils souffrent. Peu importe ce que vous pensez, je suis votre enfant. Vous ne pouvez pas m'ignorer. Seul Dieu peut me juger. En 1994, il est accusé d'avoir violé une femme rencontrée dans un club à New York. Mais Tupac clame son innocence tout au long du procès.
Quand j'ai entendu les conclusions de l'accusation, c'était si loin de la vérité que ça m'a complètement sidéré. Mais maintenant, c'est aux jurés de décider. J'en apprends beaucoup sur les peurs des gens. Ce procès va bien au-delà de mon cas personnel. C'est devenu le procès du rap et des racailles tatoués. On ne parle plus de moi, mais des cauchemars des gens. Ils ont parlé de la Thug Life. Pour eux, avec Thug Life tatoué sur le torse, je ne peux être que coupable. C'est quoi ce raisonnement? On a des vies différentes, on vient de lieux différents. Je suis différent, mais pas violeur pour autant. Comment peuvent-ils dire ça? Ils ne peuvent pas prouver que je l'ai sodomisé, même si c'est ce que disent tous les journaux. Au tribunal, ils ne reprennent que ces affirmations à elle. C'est parfait pour m'envoyer en prison. Tout est faux, je veux que les gens sachent la vérité pour que justice soit faite. Ma vie est brisée car personne sait ce qui s'est vraiment passé. J'ai interviewé pas mal de femmes qui connaissaient Tupac, qui l'aimaient, et d'autres qui ne le connaissaient pas. Pas une n'a voulu croire qu'il était coupable de ce viol. Et le fait qu'il n'y ait aucune trace de sperme? Pas de sperme, pas de traces de violence au niveau de l'anus, rien. Ni d'empreinte sur l'arme? Pas d'empreinte, vous voyez? Celui qui a été sodomisé dans cette histoire, c'est moi. C'est moi qui devrais porter plainte contre cette fille. Elle m'a sodomisé dans ce club. Je fais quoi dans ce tribunal? Rendez-moi ma vie. Mais je tiendrai bon, car je veux montrer que je crois en la justice américaine. Le fait que je fasse confiance au système et au jury devrait les pousser à faire de même. Je suis déjà condamné, j'ai plus de vie, j'ai perdu mon job, j'ai tout perdu. J'ai plus de voiture, je peux rien louer. Mais je m'accroche, je suis là, je souris, je signe des autographes. Mais bientôt je vais craquer. Ce viol dont on l'accuse, j'étais là pendant cette histoire. Tous ces gens qui étaient là. Ah, tu n'as que ce que tu mérites. Ça lui a fait mal. Ça lui a déchiré le cœur. Je suis innocent, regardez mes yeux. Lisez dans mes yeux. Si vous croyez que je l'ai violé, écoutez Brenda's Got a Baby et Keep Your Head Up. Vous verrez bien. Je n'ai aucune patience avec ceux qui doutent de moi. C'est trop dur. Si mes frères me soutiennent pas, qui le fera? Les Blancs me voient comme ça parce qu'ils me connaissent pas. Ils n'ont pas entendu Keep Your Head Up. Je l'ai pas écrite pour me donner une image. Je l'ai pas écrite pour que les gens me trouvent sympa et se disent que je suis cool. Je l'ai écrite avec mon cœur. Mais s'ils veulent m'accuser de viol, mes sœurs pourront toujours leur dire que je suis pas comme ça. J'aurais jamais écrit Keep Your Head Up si elles pensaient que j'étais comme ça. Le 30 novembre 1994, alors que son procès est en cours, Tupac et ses amis vont en studio à New York et sont agressés par des hommes armés. Tupac reçoit 5 balles, dont 2 à la tête. Apparemment, Shakur a été attaqué par des voleurs alors qu'il arrivait avec 3 amis dans un studio de New York tôt ce matin. Le manager de Shakur a lui aussi été touché. Les 2 hommes sont actuellement en procès et accusés d'abus sexuels. Au grand étonnement des médecins, Tupac quitte l'hôpital le jour même et se rend au tribunal dans un fauteuil roulant. Il ne veut pas que la fusillade passe pour un coup de pub auprès du jury. Malgré le courage dont il a fait preuve, Tupac est condamné pour agression sexuelle. Shakur a été déclaré coupable d'une agression sexuelle commise en novembre dans une chambre d'hôtel à New York. Cependant, le jury l'a acquitté pour la sodomie et le port d'armes. Shakur, blessé par balle lors d'un cambriolage supposé, n'a pas assisté à la lecture du verdict. Tous les yeux braqués sur moi. Comment je suis devenu le garde du corps de Tupac? Je travaillais pour Death Row Records, dans le studio. Je m'occupais de la sécurité du studio. Quand les artistes arrivaient, Tupac parmi tant d'autres, j'étais à la porte et je les ai entrés après avoir vérifié qu'ils n'étaient pas armés. Pac m'a observé plusieurs fois quand il est venu au studio. À l'époque, j'étais le garde du corps de Snoop and Zadok Pond.
Un jour, on était à New York pour tourner une vidéo. Pendant ce tournage, malheureusement, les choses ont mal tourné. Il y a une fusillade sur le plateau et j'ai dû intervenir. Je ne veux pas me faire passer pour un héros, mais dès que j'ai entendu les coups de feu, j'ai foncé sur le plateau et j'ai mis tout le monde à l'abri. J'ai évacué tout le monde pour les mettre en sécurité dans un van, loin des coups de feu. Pour finir, tout le monde s'en est bien sorti. Tout s'est bien fini ce jour-là à New York. Le soir de cette fusillade, c'était en décembre 1995. On est rentré à l'hôtel et on a passé pas mal de coups de fil. On a quitté New York le lendemain. Tous les artistes ont été évacués. Et dès le lendemain, on était revenu à Los Angeles. Reggie m'a appelé pour me dire que Shug voulait me voir. J'allais donc retourner au studio le lundi suivant. Lundi, j'arrive au studio et Shug me demande ce qui s'est passé à New York. Il me convoque dans son bureau. J'y vais et je lui raconte en détail ce qui s'est passé le jour de la fusillade. Puis il me dit « Tout le monde te voit comme un héros ». J'étais là. « Vraiment ?» Il acquiesce. « Bon boulot ». Reggie a engagé plusieurs gardes du corps pour Tupac. J'en faisais partie, ainsi que Kevin Hackey, Kenneth Archer, Cooper Hagen et Leslie Galvin. Tupac avait 5 gardes du corps rien que pour lui. On alternait 2 jours de travail, 2 jours de repos, avec toujours 2 personnes en service pendant que les autres se reposaient. Je travaillais à la sécurité du club 662. J'ai reçu un coup de fil de Reggie dans la journée, qui m'a dit « Shug veut te parler. Je pense qu'on a une proposition pour toi. » Je lui demande ce que c'est. Il me dit de venir. J'insiste, et il me dit que ça concerne Tupac. Le soir même, ils sont passés au club 662. Pac était là avec Shug. Je l'ai salué, j'ai ouvert la porte et il est sorti. Puis il me demande si je suis au courant. Je dis non et il répond « Tu vas être mon garde du corps. Je t'ai choisi pour me protéger. » J'ai trouvé ça très cool. Je ne m'en doutais pas avant qu'il me l'annonce. Avec ce que Reggie m'avait dit, j'avais compris que j'allais travailler avec Tupac, mais je ne savais pas que je deviendrais son garde du corps. Comme il me l'a expliqué, j'allais être son garde du corps numéro 1. Juste après ça, on a fait un combat de boxe à Vegas. Le soir, ils ont fait leur show et on est rentré à LA à la fin du week-end. Et dès le lendemain, dès le lundi matin, j'ai commencé avec Tupac. À partir de là, on ne s'est plus quitté. Je l'accompagnais partout. On s'entendait vraiment bien. Avec le temps, Frank et Tupac deviennent les meilleurs amis du monde. Ils vont partout ensemble. Ils sont inséparables. Frank s'assure même que Tupac respecte bien ses engagements avec Death Row Records. Alors que sa fin approchait, ses films, ses clips et le studio étaient ses 3 principales préoccupations. Il bossait dur. On allait partout. On roulait à 120 km/h. Je roulais derrière lui. Je l'accompagnais à tous ses rendez-vous. Mais quoi qu'il arrive, la journée se finissait toujours au studio où il écrivait ses textes et composait sa musique. Il écrivait et composait. C'était un vrai miracle. Parfois, on s'arrêtait devant une boutique. Il demandait au chauffeur ou à moi de s'arrêter. Il fonçait acheter un bloc, des stylos et se mettait à écrire. Une fois, pendant le trajet entre le tribunal de Los Angeles et sa maison sur Wilshire Boulevard, il a écrit 2 ou 3 pages de paroles. Le soir même, on est allé au studio et il les a mises en musique. Il écrivait vite et de manière brillante. C'était un poète de la rue, si on peut dire.
Il parlait des conditions de vie du peuple noir, surtout des pauvres, et plus particulièrement des hommes. Le plus important, c'est qu'il avait du cœur. C'était le Allen Iverson du hip-hop. Il avait un cœur énorme et vulnérable. Son cœur était mis à nu et il s'exprimait au travers de ses textes. Je ne serais pas là à respirer tranquillement si j'étais aussi mauvais qu'on le dit. On m'approcherait pas. Mais je suis calme et en paix avec moi-même, car je sais que si vous preniez le temps de me connaître, vous seriez surpris. Il a fait quelque chose de grand pour ma nièce. Elle est paraplégique. Avec l'aide de ma sœur, elle avait contacté l'association Faites un vœu, qui a voulu organiser pour ma nièce et un autre enfant une rencontre avec Janet Jackson. À l'origine, ça devait avoir lieu à Los Angeles. Mais elle a voulu que la rencontre se fasse à New York. L'enfant vivait à New York, alors que ma famille est à Chicago. Alors ma sœur m'a appelé pour me dire que ça n'allait pas. Janet Jackson ne va plus à Los Angeles, mais à New York, car elle a un autre engagement, à New York, j'imagine. Elle a décidé de faire la rencontre là-bas. Et l'enfant, qui habitait New York, allait avoir la possibilité de la voir malgré tout. En plus, le problème avec les artistes et les célébrités qui acceptent de rencontrer des enfants par le biais de l'association, c'est que la durée des rencontres varie selon leur emploi du temps. Pour ce qui est de Janet, ma sœur m'a expliqué que l'entrevue serait courte, car elle était très occupée. On a donc décidé que quand elle viendrait en Californie, elle passerait une journée entière avec Tupac. Soit chez lui, soit en studio, soit sur un plateau de cinéma. C'était 3 fois mieux que ce qu'elle aurait eu avec Janet Jackson. C'était plus personnalisé. J'étais le garde du corps de Tupac. C'était pour ma famille. Il avait accepté parce qu'elle était de ma famille, mais aussi parce qu'on avait une relation particulière et qu'on était devenus très amis. À sa place, je me sentirais mal. Tu fais ce que tu veux. Respect. J'espère que t'es chinois, vu le tatouage que tu te payes. T'es chinois ou pas? Ah, tu peux nous le dire. Ça veut dire 2 pâtés impériaux. Hey, filme-moi ça. Pour ceux qui lisent le chinois, si vous nous regardez, ça ne veut pas dire 2 pâtés impériaux à emporter avec sauce piquante? C'est pas raison? Les négros se font pas tatouer du chinois, ça se fait pas chez nous. Mais il n'est pas comme nous. On va t'appeler le chinois maintenant. Tu sais que t'es drôle, toi? Il a raté sa vocation. Il aurait dû être comique. Hé, regarde le négro là-bas aussi. Il veut être chinois. Chez nous, on le surnomme Frankie. Frankie? C'est ça que t'as dit? Frankie? Dis à Frankie de m'appeler. Frankie, appelle-moi quand elle te le dira. Quoi? Frankie va à Hollywood. Hey, Frankie! Frankie! Arrête ça, c'est bon. Quoi? Vous l'appelez pas Frankie? À partir d'aujourd'hui, C'est réservé à la famille. Comment vous l'appelez? Frankie désormais. Frankie, t'es fichu. On va t'appeler comme ça maintenant. Comme le DJ Frankie Knuckles. Frankie Knuckles. Non, mais franchement, comment vous l'appelez normalement? Franck. Mais avec un i, c'est pas mal aussi pour le soir. Ça lui rajoute un petit côté sexy. Comme la chanson Too Sexy for the... Ma famille est venue le 10 juin 1996. Ce jour-là, le 10 juin, Tupac devait être au studio, car on avait fini le tournage du film Gridlocked.
J'ai appelé ma famille et je leur ai expliqué où nous rejoindre. Ils sont arrivés et quand il les a vus, Tupac les a accueillis à bras ouverts. Il les a fait entrer dans le studio, il a repris sa session de travail et il a fait quelque chose pour ma famille, pour ma nièce, que personne n'aurait osé espérer à cette époque. Car il avait ses films, ses vidéos, plus le travail en studio. Il avait un emploi du temps plus que chargé. Continue. Non, j'arrête là. Je suis trop contente, franchement. J'ai vraiment passé une super journée. On recommencera? Hey, c'est promis. Oui. Pas de promesse, c'est trop dangereux. Je pourrais mourir ou aller en prison d'ici là. Non, faut pas dire ça. Y a-t-il un ghetto au paradis? Le 6 septembre, la veille du jour où on a tiré sur Tupac, le 7 septembre, je suis arrivé à Las Vegas le 6 septembre, un jour avant. Tupac n'était pas encore à Las Vegas quand je suis arrivé. Avant ça, j'étais en vacances. Je suis parti tôt de chez moi ce jour-là. Et j'ai fait en sorte d'arriver à Las Vegas avant lui. On était à l'hôtel Luxor, l'hôtel choisi par Death Row Records. Je me suis installé et j'ai retrouvé les autres. On n'a rien fait de spécial. Le lendemain arrive, c'était un samedi. J'attendais le moment où Tupac allait arriver. On avait une réunion sur la sécurité à midi. Cette réunion était organisée en collaboration avec un cabinet d'avocats de Las Vegas. George quelque chose, je ne sais plus trop quoi pour la sécurité. Les agents de la ville allaient être sur le qui-vive pour le combat entre Mike Tyson et Seldon. D'où la réunion de ce jour-là. Ce jour-là, on nous a demandé de ne pas venir armés au club après le combat. On ne devait pas les avoir sur nous. Il fallait les laisser à l'hôtel ou dans nos véhicules. On en a discuté et on a décidé de laisser nos armes dans les voitures. Voitures qui seraient au parking, puisqu'il nous faudrait conduire. S'il arrivait quelque chose, une seule personne serait armée. Mais nous pourrions aller chercher les nôtres au parking et on ne quitterait pas l'hôtel sans armes. Ça vous est déjà arrivé qu'on vous demande d'abandonner vos armes avant cette fois-là? Jamais, avant le 7 septembre,
on nous avait demandé de laisser nos armes quelque part. Sauf quand on quittait la Californie en avion pour un tournage ou une tournée. On savait qu'on ne pouvait pas être armé en avion. Et on ne les prenait jamais avec nous. Mais avant ce jour-là, jamais on n'avait eu de réunion spécifiant qu'on devait abandonner nos armes. C'est tout. C'est le premier événement bizarre et pas le dernier à arriver pendant ce week-end. Après le déjeuner, j'étais en voiture avec Reggie Wright. Il m'a demandé de venir avec lui. J'ai accepté. Là, il m'explique que ma radio, une radio Nextel qui faisait aussi téléphone, il me dit que mon coéquipier, Kevin Hackey, qui était avec Tupac pendant mes vacances, a gardé la radio et qu'il est encore à LA. Reggie lui en voulait beaucoup de ne pas avoir rendu la radio. Il n'était pas là au moment où j'aurais dû la récupérer pour pouvoir l'emporter à Las Vegas. Reggie me dit, va chercher Pac, il est là. Je ne m'y attendais pas, mais il était déjà arrivé. Je lui dis d'accord, et je pars au Luxor chercher Tupac. En arrivant, je le trouve à une table de jeu. Je vais lui dire bonjour. Tout de suite, il me fait, Big Frank, où t'étais passé? Je lui explique que j'étais en vacances, etc. Tout allait bien. Tupac était complètement surexcité. Il me fait, partons d'ici, je le sens pas ce casino, allons ailleurs. Je lui demande où il veut aller. Il répond, allons au MGM. Donc, je sors du casino avec un autre garde du corps, Michael Moore. Il avait aussi passé la journée avec Pac et moi. Et on part au MGM, les membres de Outlaws, Tupac, Michael Moore et moi-même. On arrive au MGM, il trouve une nouvelle table de craps. Il s'installe. Le MGM est bondé à cause du combat. C'est le soir du combat et il y a un monde fou. Il y a des femmes partout. Tout le monde veut approcher Pac. Avec Michael Moore et les gars de Outlaws, qui étaient là aussi, on essaie de le protéger. Il nous aide à contenir les gens et on trouve un coin plus tranquille. Pac se remet à jouer. Il joue gros et gagne gros. Il joue, il gagne. Il se sent bien et il me dit, Frank, va appeler Reggie et vois où en est Shug. Je lui dis de ne pas bouger pendant que je vais téléphoner et je lui montre les cabines. Il se remet à jouer et j'y vais après avoir prévenu Michael Moore. Je vais aux cabines et j'appelle Reggie. Il me dit, rappelle-moi un peu plus tard. Je te dirai à quelle heure Shug compte venir retrouver Pac. Très bien. Je retourne à la table, mais Pac a disparu. Il n'est plus là. Je me demande où il a pu passer. Pac ne m'avait jamais quitté comme ça avant. Jamais. Je cherche autour de moi. Impossible de le trouver. J'arpente le casino de long en large. Je fais toutes les tables, mais il est nulle part. À ce moment-là, je ne me doutais pas qu'il était parti. Plus tard, j'ai su que Michael Moore l'avait ramené au Luxor. Mais en attendant, j'étais au MGM, au courant de rien. Et je faisais un inventaire de toutes les sorties, sans savoir que ça me servirait un peu plus tard. Il se baladait tout seul, sans protection. Frank a appelé la chambre de Michael Moore, où ce dernier était parti se changer. Tupac lui aurait dit d'aller dans sa chambre. Il n'aurait jamais dû l'écouter. Puis Pac me dit qu'il veut retourner au MGM. Il en a assez de tout ça. Je lui précise que je ne suis pas habillé. Il me dit, va t'habiller, Michael Moore reste avec moi. Il ajoute à l'attention de Michael, quand Frank sera prêt, habille-toi et rejoins-nous au MGM. Je monte m'habiller dans ma chambre, je redescends et Mike monte faire pareil. Pac veut prendre un taxi. Je lui demande où on va. Au MGM. Je propose de marcher, mais il préfère un taxi. On attrape un taxi et on y va. On entre par l'entrée principale.
À ce moment-là, c'est la cohue. Tupac, Tupac! Ça court de partout. La sécurité du MGM arrive. Je leur demande de nous escorter jusqu'à la salle où aura lieu le combat. Ils me disent, pas de problème, allons-y, on vous suit. Ils nous accompagnent avec 2 ou 3 mecs et nous font passer derrière la queue qui s'est formée en attendant le début du combat. On arrive donc dans la salle du combat. À ce moment-là, il est 19h30. Pac est maintenant dans tous ses états. Il hurle. « Ça fait chier, mec! C'est du n'importe quoi! J'avais aucune envie de venir à Las Vegas. » Ça part en couille. Il est sur les nerfs. Il ne voulait pas être là? Il a dit qu'il n'avait aucune envie d'être là. Puis il me demande d'appeler Shug. Donc je contacte Reggie. Pac commence à paniquer. Il pète les plombs. Il s'impatientait de plus en plus. Je demande à Reggie quoi faire. Il me dit qu'il va me rappeler. À ce moment-là, Tupac est à côté de moi aux cabines. Finalement, Reggie me rappelle pour me dire que Shug arrive. Il me demande avec qui je suis. Je lui dis, je suis avec Pac. Il me répond, d'accord. On attend. Les spectateurs entrent dans la salle et Pac s'énerve. Il fait les 100 pas. Il est hors de lui. Ça fait chier. Il faut toujours que Shug me fasse attendre. Je lui dis qu'il va bientôt arriver. Mais Pac en a marre. Il veut s'en aller. Je lui dis, très bien, comme tu veux. Au moment où on allait partir, Shug fait son entrée, accompagné d'un homme dont j'ai oublié le nom, et un gars de sa bande. Comme vous le savez, le combat n'a pas duré très longtemps. Après le combat, Tupac et Shug veulent aller dans le vestiaire de Mike. On se dirige donc vers les vestiaires pour attendre que Mike Tyson revienne. Pac est tout excité car Mike a mis Seldon KO. T'as vu ça? 50 coups, il lui a mis 50 coups, tu les as comptés? J'attends avec eux. Shug est là aussi. Il dit quelque chose à Pac et décide de partir. Tyson n'était même pas sorti du ring. On sort du MGM, derrière la salle du combat. Une fois près de l'entrée, on cherche les potes de Shug, les gars de Death Row, et Pac attend les Outlaws. Après les combats, en général, tout le monde se retrouve là-bas. On attendait donc les autres. Ils finissent par arriver. Tout le monde se ramène, et un gars de Shug, un certain Trevon, murmure un truc à l'oreille droite de Pac, car je suis à sa gauche. Il lui glisse quelque chose et Tupac disparaît en courant. Il part en courant. Je cours derrière lui et dans un hall, on tombe sur un type que je ne connais pas. Tupac se jette sur lui et le frappe. Le type envoie Pac valser. Pac le frappe à nouveau. À ce moment-là, 3 ou 4 coups ont été échangés. Tupac portait un médaillon qu'il avait acheté récemment et il s'est brisé. Il se baisse pour le ramasser et à ce moment-là, je l'attrape et je le maintiens contre le mur pour l'empêcher de se battre. Entre-temps, les autres sont arrivés, comme le montre la cassette. Ils se jettent sur Anderson. Maintenant, on sait qui c'était. Et ils entrent dans l'embrouille. Je maintiens toujours Tupac contre le mur. Le combat étant fini, il fallait qu'on s'en aille. Souvenez-vous, je connaissais désormais le MGM par cœur. Et en sortant, je vois qu'ils prennent la mauvaise direction. Je fais « Non, Shug, c'est par là ». Il refuse, mais j'insiste. « Je connais, fais-moi confiance ». Finalement, tout le monde me suit et on trouve la sortie. On sort du casino direction le Luxor. De retour au Luxor, Shug et Pac veulent monter se changer. Rendez-vous en bas au parking. Pas de problème. Tupac se change. Il avait une chemise en soie et un jean. Et il décide de mettre un survêtement vert, un maillot et un pantalon vert. Et le médaillon? Le médaillon était cassé. Il l'avait dans la poche. Je lui répare pendant qu'on est dans la chambre.
Je recolle les morceaux et il me demande « Ça y est ?» Je lui dis « Oui ». Il se le met autour du cou. J'ignorais ce qu'il représentait. Je ne l'avais jamais vu. Plus tard, j'ai appris que le médaillon portait son slogan « Euthanasia », la compagnie de disques dans laquelle il avait démarré. Le médaillon représentait un ange noir de la mort. Cette touche sinistre et tout ce qui s'est passé après m'ont fait complètement halluciner. Après avoir reconstitué toutes les pièces du puzzle et pris du recul, je me suis dit qu'il y avait beaucoup trop de coïncidences. Je l'ai compris après la fusillade. On quitte la chambre et on part attendre Shug au parking. Il finit par nous rejoindre. En bas, on est assailli par des hordes de groupies. Toutes les fans de Tupac et de Shug sont là. Shug, on peut aller au club. Pac, on peut venir. Shug veut partir. Avec Pac, il va vers sa BMW. Je les accompagne. Quand on arrive à la voiture, Pac se tourne vers moi. Yo, Frank. Il sort des clés et il me les tend. Prends une autre voiture. Ce soir, on va boire. Tu pourras nous ramener. Je lui demande quelle voiture. Il me dit, celle de Kabbalah. Je lui demande où elle est. Il me dit, juste là. Les autres vont te montrer. Très bien. Shug monte avec Pac dans sa voiture. Il commence à y avoir du monde avec nous. Shug s'en va. Je les suis. Je suis le seul garde du corps. Honnêtement, il aurait dû y avoir 3 ou 4 hommes de plus ce soir-là pour nous accompagner jusque chez Shug et ensuite jusqu'au club pour l'after. Plus tard, j'ai appris qu'avec les agents de sécurité, on était 22. Il y avait 20 ou 22 personnes chargées de la sécurité ce soir-là. Or, tout le monde avait été convoqué au club 662 pour assurer la sécurité et filtrer la clientèle. Tout le monde était là-bas. Michael Moore, qui était avec moi en début de soirée et qui aurait dû nous rejoindre au MGM, m'a expliqué qu'Al Giddens, le superviseur des agents de sécurité, Al Giddens aurait dit à Michael Moore de tout plaquer et d'aller au club avec les autres. Michael aurait répondu qu'il accompagnait Tupac au MGM, mais Al lui aurait imposé d'aller au club. Mike est donc allé au club et il n'est plus resté que moi auprès de Tupac. Sans oublier que mon arme était dans ma voiture. Je n'avais pas de téléphone, aucun moyen de communiquer. Reggie aussi était au club. Or, Reggie est le garde du corps de Shug. Il est censé ne jamais le quitter. Pourquoi n'était-il pas avec Shug? Seul Reggie connaît la réponse. On était dans la voiture et tout le monde me fait la remarque. « Frank, on n'a plus d'essence. » Je fais « Vous voulez que je m'arrête en prendre? Si on s'arrête, on les perd. Je préfère risquer la panne plutôt que de m'arrêter. » On devait juste passer chez Shug avant d'aller au club. Mais le voyant de la jauge d'essence était allumé depuis une éternité. Vous êtes resté longtemps chez Shug? On a dû rester chez Shug une bonne trentaine de minutes. Shug est allé se changer. On était tous sur les nerfs. Quand il a eu fini, il a sauté dans sa voiture. On a passé les barrages de sécurité qui contrôlent les entrées et les sorties de sa maison. Il devait y avoir 20 ou 30 voitures qui attendaient qu'on sorte pour nous suivre. On quitte la maison de Shug à une allure d'enfer. On doit rouler à 120, 130 km/h vers le strip de Las Vegas. Pour finir, on arrive sur le strip. Et c'est un vrai miracle qu'on ne soit pas tombé en panne d'essence. On est sur le strip et on continue le boulevard. Le combat de boxe est fini et le strip est bourré à craquer.
On arrive au niveau de l'hôtel Excalibur, qui est juste à côté de l'hôtel Tropicana sur le Strip. La voiture de Tupac et Suge est devant moi. Leur musique est à fond car on entend tout. Il y a aussi des flics à vélo. 2 ou 3 s'arrêtent et l'un d'eux va du côté de Suge pour lui demander, j'imagine, de baisser la musique. Soudain, Suge ouvre sa portière et sort de la voiture. Il va à l'arrière avec le flic et ouvre le coffre. La voiture était neuve, sans plaque. Pendant qu'ils inspectent le coffre, je me dis, pourvu qu'ils ne les arrêtent pas. Il les a laissés partir. On reprend donc notre route sur le Strip. On roule vers le sud. Pac et Suge sont tranquilles. Ils discutent. Avec les autres, on les suit. Et on écoute leur musique. On arrive sur Flamingo. Il faut tourner à droite. On tourne, et au feu suivant, on arrive sur Koval. Personne ne se doute de ce qui va arriver. On s'arrête au feu. Je suis dans la deuxième voiture. Non, en fait, c'est la troisième. Un des gars de Suge est placé en première position. Ce qui n'était jamais arrivé avant. Personne ne roule devant Suge. Un autre homme de Suge, Trevon, est placé à gauche de la voiture, le côté où Suge est installé. On a donc Trevon à gauche, K-Dove devant, et moi qui ferme la marche. On attend tous au feu. On est en septembre, il fait chaud. On ne fait rien de spécial, on attend que ça passe au vert. Quand soudain, je remarque une Cadillac blanche. La Cadillac s'arrête. J'étais à 1000 lieues d'imaginer ce qui allait se passer. Car parmi la foule qui se dirigeait vers le club 662, les fans, et surtout les femmes, hurlaient « Yo, Pac, Suge, on peut venir avec vous ?» Il y avait des groupies partout. Il n'y avait donc rien de bizarre à ce que cette voiture s'arrête. Je ne soupçonnais rien. Dès que la voiture s'arrête, je tourne la tête pour la regarder. Malcolm est assis derrière Yakfula. Yakfula est assis devant, à côté de moi. Et Castro est assis derrière moi. Avant que la voiture s'arrête, on regardait tous à droite. Quand la Cadillac s'est arrêtée, on l'a tous remarqué. Tout d'un coup, je vois un bras sortir. Le bras apparaît et ça se met à tirer. Nom de Dieu, on n'entendait plus que... La Dodge représente la voiture de Suge. Et celle qui est derrière représente la voiture dans laquelle j'étais. La Cadillac a roulé le long de la Dodge. La Dodge représentant la BMW. C'est à ce moment-là que le bras est sorti et qu'on a tiré. La Toyota blanche représente ma voiture. Les autres voitures représentent les gens qui nous accompagnaient. De ce côté-là, il n'y avait personne. La Cadillac a avancé, ça a tiré, et ils ont pris à droite sur Koval. Il n'y avait personne ici. Ces voies étaient vides. Il y avait de la fumée partout. J'en revenais pas. Je suis sorti en courant pour aller à l'arrière de la BMW. En arrivant au niveau de la BMW, en atteignant le coffre, je me dis qu'ils sont morts, qu'ils n'ont pas pu survivre. Mais la voiture démarre et fait demi-tour. Je retourne vite à ma voiture et fais aussi demi-tour. On se retrouve à rouler sur le Strip. J'imagine que Suge doit vouloir aller à l'hôpital et amener Tupac au commissariat ou aux urgences qui doivent être sur le Strip. Là, on se trouve au croisement du Las Vegas Boulevard et de Harmon. Après la fusillade qui a eu lieu au croisement de Flamingo et Koval, Suge a fait demi-tour pour reprendre le Las Vegas Boulevard. Quand il a pris le boulevard, il roulait vers le sud. Il a ensuite pris Harmon et tourné à gauche.
Puis la voiture a fini sa course ici, juste devant ce feu. On était loin de la route quand c'est arrivé. On n'était pas sûr pour les coups de feu, mais on a entendu des cris et des crissements de pneus. On se baladait et on prenait des photos à ce moment-là. On a couru et croisé des policiers. Quand on est arrivé, ils étaient déjà en train d'emmener Tupac en hélicoptère, car on lui avait tiré dessus. Vendre des disques, c'est mon métier. Ne vous méprenez pas. C'est pas censé être ma vraie vie. Je traîne pas avec ces truands. Je pensais pas que c'était une question de vie ou de mort. Tant de larmes. Je m'appelle Brent Baker. Je suis inspecteur chargé des homicides à Las Vegas. Et je me suis retrouvé sur l'affaire Tupac Shakur, car avec un autre collègue, j'étais de service ce soir-là. Vous enquêtez sur des homicides. Pourquoi être intervenu alors qu'il n'en était pas encore question? Je vais vous expliquer comment ça marche. Le soir, pendant les week-ends, on fait appel à des inspecteurs polyvalents. Ce sont eux qui sont alors chargés d'enquêter sur toutes les affaires. Alors qu'en semaine et en journée, si on est au poste, on nous attribue les affaires selon nos spécialités. Ce cas précis a été classé dans les tentatives de meurtre, car quand les inspecteurs qui étaient de service cette nuit-là ont appris que Tupac faisait partie des victimes, ils se sont doutés que l'affaire serait vite reprise par les médias. Et ils l'ont transféré aux homicides, car il y avait tentative de meurtre, et qu'on s'occupe aussi de ces affaires-là. Cathy Scott, je suis journaliste et écrivain, aujourd'hui indépendante. J'ai passé 5 ans au Las Vegas Sun, et j'écrivais un papier sur la police et j'ai donc suivi l'affaire Tupac. Il n'y avait aucun journaliste sur place à cause du combat. La plupart l'ont appris grâce au scanner, mais sans pouvoir venir. Personne n'est venu sur les lieux du crime jusqu'au lendemain. Tout le monde est venu à l'hôpital, mais on n'a vu ni reporter, ni photographe sur les lieux du crime. Vous n'y étiez pas? J'y suis allé le lendemain vers 5h30, 6h du matin. La police est arrivée après l'accident de voiture, quasiment immédiatement. Le temps que la voiture de Shug finisse sa course, ils savaient pour la fusillade. Et on les avait aussi prévenus que les voitures avaient fait demi-tour pour reprendre le strip. La police est donc très vite arrivée, presque en même temps que moi. C'est-à-dire à peu près 1 minute après lui. Tout le monde était là. L'ambulance et les secours sont arrivés très vite aussi, car quelqu'un les avait appelés. S'ils étaient arrivés 2 ou 3 minutes plus tard, Tupac serait mort sur place. Ils ont sorti Shug du véhicule et l'ont immobilisé au sol. Je me suis approché et du sang giclait de sa tête. J'ai hurlé « Laissez-le, il est avec nous, il fait partie du groupe ». Les flics me demandent qui je suis. Le garde du corps. Lui, il fait partie des victimes. Donc, il le relève. À ce moment-là, Tupac est toujours sur le siège passager et sa portière est fermée.
Les secours et la police essaient de la décoincer, mais ils n'y arrivent pas. Shug dit « Laissez-moi faire, c'est ma voiture ». La porte était coincée. Shug s'approche, ouvre et on sort Pac de la voiture. Après l'avoir sorti, on l'allonge par terre le long de la voiture. Je m'agenouille et j'essaie de lui parler. « Pac, mon vieux, Pac !» Il suffoque et je l'entends dire « Je peux plus respirer !» Tous les gens qui étaient avec eux ont été immobilisés au sol, ce qui n'allait pas les amener à se confier à la police. Certains se sont plaints de la manière dont la police les a traités. Je peux comprendre leur réaction. Mais il faut aussi comprendre la nôtre. À ce moment-là, les policiers ne savaient pas ce qui se passait. Qui étaient les bons et qui étaient les méchants. Ils ont agi comme ils le devaient, étant donné les circonstances. Tout le monde était suspect. Je me doute bien que ça n'a pas été facile pour personne. Quand je suis arrivé sur les lieux, c'est-à-dire beaucoup plus tard, j'ai essayé d'obtenir des informations. Mais les gens n'étaient pas très réceptifs. Ils parlaient sans vraiment me donner de renseignements valables. Il n'y a pas plus de pistes que de suspects. On n'avait pas grand-chose à ce moment-là. La majorité des gens refusaient de nous parler. Je sais qu'ils avaient leurs raisons et c'est probablement ce qui a ralenti les choses. Le lendemain, notre priorité était de parler à l'homme qui accompagnait Tupac Shakur, Suge Knight. On s'y est mis tout de suite. Le soir de la fusillade, on avait déjà essayé, mais on a été arrêté par les membres de Death Row, des avocats. Il a fallu attendre 3 jours pour pouvoir parler à Suge Knight.